Bonjour Pablo Servigne. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur agronome, biologiste de formation et vous vous dites aujourd'hui collapsologue. Rapidement, collapsologue, qu'est-ce que c'est? Mais moi j'ai une formation scientifique et en quittant le monde académique en 2008, je me suis intéressé un peu à toutes les catastrophes, que ce soit climatique, biodiversité, énergie, etc. Et avec Raphaël Stevens, mon ami, nous avons fait une synthèse des grandes catastrophes et d'un possible effondrement de notre société industrielle. Et c'est ce qu'on a appelé donc la science de l'effondrement de notre société, la collapsologie. De collapse en anglais, effondrement. Effectivement, alors vous parliez de Raphaël Stevens, il a coécrit ce livre « Comment tout peut s'effondrer », petit manuel de collapsologie à l'intention des générations présentes. C'est paru aux éditions du Seuil. Alors, c'est vrai qu'on ne sort pas tout à fait indemne de la lecture de ce livre, je dois vous l'avouer, c'est assez déstabilisant. Alors, vous n'êtes pas américain, vous ne vivez pas dans un bunker, et puis pourtant, vous partagez le constat des personnes qu'on vient de voir. En gros, notre monde va s'effondrer. Oui, le monde tel qu'on le connaît, je pense que toute la société industrielle, et peut-être plus, parce qu'il y a la question climatique et la question nucléaire sont les deux questions qui peuvent faire en sorte que même l'humanité entière, voire la majorité des espèces sur Terre, puisse disparaître. En fait, c'est une question qui est, voilà, qu'est-ce qui va s'effondrer, notre civilisation industrielle ou plus? Là, c'est ouvert. Mais c'est vrai que je partage un petit peu ces craintes. Et alors, chez les survivalistes, il y a beaucoup de tendances, hein. Il y en a qui ont peur des astéroïdes, d'autres des crashs financiers, d'autres de l'inversion des pôles magnétiques, etc. etc. Moi, je pense qu'il peut y avoir des chocs systémiques et qui commenceront par la finance, l'économie, des problèmes socio-économiques, politiques, mais qu'en toile de fond, il y a la question climatique, il ne faut pas oublier, et la question des écosystèmes, des pollutions, du manque d'eau, etc. Et le problème, c'est que tout est lié. Nous essayons de penser ça de manière systémique. Et finalement, c'est rarement fait. On pense de manière cloisonnée. On invite un spécialiste du climat, un spécialiste de l'énergie. Mais on ne discute jamais des interactions. Voilà, vous avez travaillé dans l'inter ou la transdisciplinarité, ce qui vous permet d'arriver à ce constat. On va revenir sur ce qui risque de s'effondrer. J'aimerais aussi accueillir Kim Pache. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez aussi un titre un peu particulier. Vous êtes archéologue expérimental, comme vous vous définissez. Ouais, ça pourrait être une définition. Voilà. Gardien des savoirs ancestraux aussi. Ça, j'aime mieux. Déjà, ouais, ça me plaît plus, c'est plus poétique. C'est vrai. Alors vous vivez la moitié de l'année, en gros, un peu plus même dans le Yukon, où vous chassez, pêchez, fabriquez vos vêtements, vos outils, vous vivez en autarcie. Est-ce que vous êtes un survivaliste? Non, en tout cas, peut-être les gens m'appellent comme ça, mais moi je ne me considère pas du tout comme survivaliste. Pourquoi? Parce que ma démarche est celle est plus poétique justement d'un retour à la nature, pas d'une fuite de quelque chose. Le survivalisme pour moi c'est surtout, alors bon il y a plein effectivement de survivalisme différents, mais le mien est surtout, il n'y a pas de fuite pour moi si vous voulez. Moi il y a vraiment essayer de se rapprocher d'une nature d'une nature et de ses habitants, qui ne sont pas que des non-humains, parce qu'il y a aussi des humains, les peuples racines, qui vivent encore très proches de la nature, qui ont sans doute beaucoup de choses à nous apprendre, justement, sur notre trajectoire, et qui vient peut-être alimenter les questions dont tu parlais à l'instant. Est-ce que vous partagez le constat que fait Pablo Servigne? Oui, notre société telle qu'on la connaît actuellement a de grandes chances de disparaître ou de s'effondrer. Je peux la partager, mais en fait, au risque de vous surprendre, plus j'avance, moins ça me semble pertinent. Je sais que ça peut paraître un peu provocateur de dire ça comme ça, mais... C'est-à-dire que je me rends compte que quelque part, ce qui sous-tend cette réflexion, souvent, c'est des mécanismes qui sont ceux de notre société moderne, ceux de l'Occident, et que finalement, c'est ces mêmes mécanismes qui sans doute nous ont amenés là où on est aujourd'hui. Et que quelque part, il y a une certaine continuité, alors que par ailleurs, on a souvent l'impression de gens décalés. Mais moi, dans le reportage qu'on vient de voir, j'ai l'impression qu'il y a une continuité, en fait. Si vous voulez, tu parlais de systémique. Pour moi, ce système, forcément, a des paratonnerres ou des fusibles, appelons-les comme on veut, qui sautent à un moment où le système montre des fragilités. En gros, penser la catastrophe, c'est être l'héritier de la pensée qui a amené à la société d'aujourd'hui. C'est ça que vous dites. J'aurais tendance à penser ça, mais je me méfie. Je peux peut-être avoir une autre façon de voir ça dans 10 ans. Vous nous avez expliqué, en quelque sorte, que vous avez quitté le milieu académique
académique pour justement essayer de traverser les disciplines pour vous rendre compte de ce qui nous attendait. Mais en fait, vous fondez sur quoi vos prédictions, si je peux parler de prédictions? Oui, c'est pas tellement des prédictions. J'essaye de. Notre but, c'était d'être le plus lucide possible pour pouvoir aborder les tempêtes, j'appelle ça entre guillemets, mais les catastrophes de manière plus réaliste, la plus sereine possible, pour qu'on réagisse collectivement, de manière raisonnable, et ne pas tomber dans le déni. Mais vous fondez sur des études scientifiques? Oui, c'était ça le but. On a fait une compilation de tout ce que les scientifiques disaient. Alors, comme je disais, les climatologues, les spécialistes du pétrole disent qu'il y a encore du pétrole, mais en fait, on a découvert qu'on n'aura peut-être pas la possibilité de l'extraire parce qu'on n'a pas assez d'énergie pour l'extraire. Donc, il y a un mur thermodynamique, il y a un mur financier parce que notre puissance financière est trop fragile pour extraire ce pétrole. Donc, si on n'a pas d'énergie fossile, comment on va faire pour se chauffer, se nourrir, se déplacer, se vêtir, etc. Toute notre civilisation est basée là-dessus, notre société aujourd'hui. Et en fait, un chiffre sur le pétrole, c'est que nous, les Européens moyens, on a environ, en équivalent énergie en joules, 400 esclaves chacun, des esclaves énergétiques. On consomme en pétrole, en énergie fossile, l'équivalent de 400 personnes qui travaillent pour nous chaque jour, pour chacun de nous. On est tous des pharaons en quelque sorte, pour nous déplacer, nous chauffer, nous vêtir, etc. Et donc, sans la puissance des énergies fossiles, notre vie, elle ne ressemblerait pas du tout à celle qu'on a maintenant. Et donc, la question que posent les survivalistes, c'est une bonne question. C'est si la société industrielle venait à disparaître, comment moi je pourrais vivre? Alors en Europe, il y a moins de forêts, donc on n'est pas trop dans les mêmes questions, mais comment on fait en ville? Comment on fait pour moins dépendre finalement d'un système industriel? Moi je vivais en ville en fait. J'ai quitté la ville avec ma famille, on est allé dans la montagne et je me rends compte que ça prend des années. C'est très très dur de revenir vers le sauvage, de revenir vers les vraies choses. Ça, c'est une anticipation de votre part. Vous êtes allé à la campagne en vous disant, c'est peut-être comme ça qu'on sera amené à vivre plus proche de la nature. Peut-être, il y avait un peu de ça. Déjà, ça fait du bien pour les jeunes enfants. Et puis, c'est vrai qu'il y a la question de moins dépendre d'une société qui, en plus, est devenue toxique. Donc, c'est aussi se retirer pour ne pas participer à quelque chose qui détruit la planète et qui nous détruit. Il y a une question que je dois vous poser à tous les deux d'ailleurs, parce que vous dites avec plus ou moins de nuances que le monde qu'on connaît va disparaître. Vous êtes tous les deux papas d'enfants en bas âge, mais pourquoi? Pourquoi mettre au monde des enfants dans un monde aussi incertain pour le moins? Mais moi, on me pose souvent la question, pour moi, les enfants s'en sortiront très bien et comprendront leur monde. Ils se débrouilleront, donc c'est plutôt un élan de vie. Moi, quand on me demande si je suis survivaliste, je comprends les survivalistes, je comprends cette attitude, mais moi je me dirais plutôt vivaliste. J'ai pas envie de survivre, j'ai envie de vivre. Donc, et l'objet des travaux qu'on est en train de faire avec Raphaël, disons la suite des travaux de collapsologie, c'est explorer quelle est la différence entre survivre et vivre. Quelle est cette pulsion, quelle est cette culture même qu'on peut mettre en place pour ne pas se crisper dans ce réflexe de peur et aller au-delà. Et pour vous, alors, je te rejoins. Moi, il n'y a pas de réflexion derrière avoir des enfants, en fait. C'est plutôt eux qui nous ont convoqué que l'inverse, me semble-t-il. Mais non, pour moi, avoir des enfants, c'est nourrir justement le non-contrôle, dans mon cas, moi. C'est-à-dire que ma démarche depuis 15 ans, sans que je m'en sois tout à fait aperçu au début, c'est venu que progressivement, c'était d'essayer d'aller écouter ce que des peuples racines ont à nous dire, ce que la nature sauvage a à me dire, si elle a quelque chose à me dire. Et puis cette écoute m'a doucement dirigé vers une posture où c'était moi qui devais faire l'effort de m'assouplir. On pourrait dire que plutôt que d'habiter un lieu dans la nature, l'idée c'était de transcender ça, puis d'aller vers être habité par quelque chose. Et dans cette démarche-là, il y a un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, j'ai l'impression que finalement, avoir des enfants aujourd'hui, pour moi, la réponse, c'est celle du lâcher-prise. Alors, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, on a quelques réponses aussi dans le reportage, enfin, ce n'est pas des réponses, mais des projections à quoi pourrait ressembler un monde qui n'est plus fondé sur justement notre système thermo-industriel. Vous pensez qu'on va passer par quel stade? Vous avez dit, bon, ça peut être, le spectre très large, mais par rapport à ce que vous avez étudié, vous pensez qu'on va vers quoi?
Ça, c'est une question difficile. Je ne suis pas du tout... Vous vous préparez Madame à quoi Soleil, alors? Non, c'est dur. En fait, ce qu'on explore dans le livre, c'est qu'il y a le mot effondrement, même le concept, il peut se décliner de beaucoup de manières différentes. C'est pas juste la fin du monde et après il n'y a rien. Non, mais Ça vous peut dites qu'il n'y a prendre- pas de solution pour garder le monde tel qu'on connaît aujourd'hui en Alors même voilà, temps. ce qu'on Ouais. propose dans le livre, c'est que effectivement le constat il est dramatique. Donc ça va être dur d'éviter un effondrement. Donc Ça va être dur ou impossible? c'est impossible de dire d'être certain. En fait, c'est impossible de dire que ça va arriver. Et c'est impossible de dire que ça ne va pas arriver. Et justement, c'est l'incertitude qui est le moteur de la pulsion de vie, en fait, du fait qu'on va se mettre en action. Parce que si on était sûr que ça n'arrive pas, ben on ne ferait rien. Si on était sûr que ça arrive, on ferait quelque chose. Et en fait, l'effondrement, déjà, il a commencé dans certaines parties du monde. Certaines parties, certains pays, certaines régions se sont déjà effondrées pour diverses raisons. L'URSS, par exemple. L'URSS dans les années 90, mais il y a aussi la Syrie ou la Libye aujourd'hui, enfin d'autres régions du monde. Il y a des classes sociales aujourd'hui, même dans des pays qui ne sont pas effondrés, qui subissent une sorte d'effondrement. Et puis il y a des effondrements psychologiques. Tout ça, c'est très dynamique. Donc on a essayé de mettre un peu comme on pourrait dire 50 nuances d'effondrement, 50 nuances de gris dans cette notion pour penser la complexité. On appelle ça la mosaïque de l'effondrement. Donc, suivant les régions, suivant les cultures, suivant les manières de réagir, ça se passera différemment sur plusieurs années ou plusieurs décennies. Vous parlez aussi d'effondrement démographique. Vous, clairement, les projections de 9 milliards d'individus en 2050, vous y croyez pas? On n'y arrivera pas? Non, j'y crois pas trop. Bon, je sais pas si on a le temps de développer, mais... Pas trop, mais... Non, je pense qu'il faut... Enfin, c'est la définition des archéologues. Un effondrement, c'est une diminution rapide d'une population dans une région donnée. Mais ça, c'est une définition qu'on donne a posteriori, en regardant le passé. Le vivre au temps présent, c'est autre chose, c'est une autre démarche. La question démographique, elle est difficile aujourd'hui. Ouais. Kim Pache, vous êtes en contact avec des personnes à qui vous proposez des stages d'immersion, pas de survie, des stages d'immersion dans la nature. C'est vrai. On va voir quelques images d'un reportage de Passe-moi les jumelles qui vous a été consacré en 2016, où on vous voit ramasser de quoi vous fabriquer un abri. C'est ça que vous transmettez à ces personnes. Ces personnes qui viennent en stage d'immersion, elles cherchent quoi, en fait? Alors, c'est une mosaïque assez large. Il y a de tout, mais je pense qu'effectivement, ce que les gens ont en commun dans ces personnes qui viennent dans les stages, c'est justement une sensation ou un ressenti que notre civilisation aujourd'hui ne répond pas à toutes les questions. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression, je pense, qu'il leur manque un contact à la nature. Alors après, ça se décline parfois dans quelque chose d'extrême, de se dire il faut que je sache me débrouiller dans la nature au cas où tout pète. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui ont l'intuition que peut-être que de se remettre en contact avec la nature pourrait changer un peu leur vision du monde ou leur apporter quelques réponses. Voilà, dans ce spectre, il y a un peu de tout. Pablo Servigne, je signale un autre livre que vous avez publié plus récemment avec Gauthier Chapelle, s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de solution pour conserver le monde tel qu'on le connaît. En revanche, vous apportez des pistes pour l'après à travers ce livre. L'entraide, ça va ressembler à quoi? Vous pensez qu'en fait, nos structures politiques, sociétales vont peut-être être remplacées par ce lien d'entraide que vous dites naturel entre les êtres humains? Oui, c'est ça, c'est une autre synthèse des travaux scientifiques transdisciplinaires avec cette fois le biologiste Gauthier Chapelle, et on s'est rendu compte qu'en fait dans la nature tous les êtres vivants s'entraident, il y a des relations incroyables de mutualisme, de coopération, d'altruisme, etc. Et même chez nous les humains, on a cette propension, alors spontanée et organisée et institutionnelle et culturelle, on a beaucoup de manières de s'entraider, et c'est très puissant chez nous. Et alors, cette question, elle vient en fait heurter la question collapsologique. Si tout s'effondre, est-ce qu'on va tous s'entretuer? Et c'est une question qui revient souvent en conférence, qu'on me pose souvent. On a cet imaginaire dans le reportage, il parlait d'un avenir Walking Dead, d'un film de zombies, où effectivement on a tous un fusil, on essaye de survivre et tous les voisins sont potentiellement des ennemis, etc. Et c'est une vision du monde très sombre, de la nature humaine, de la nature en général, que la croyance, je dis bien croyance, que l'être humain est profondément égoïste, agressif, que la nature c'est une arène impitoyable où il y a des gladiateurs qui se battent en permanence. Et ce que montrent les travaux
en biologie, en anthropologie, en économie, en sciences politiques, en sociologie, etc. Tout ça montre que, en fait, en cas de catastrophe, c'est plutôt l'entraide qui oui, on a mis surgit. trop l'accent sur la compétition. On a mis les lunettes de la compétition. Oui. Et si on met les projecteurs sur cette autre face, c'est énorme et ça fait du bien. Ça nous montre que ce qu'on nous a raconté depuis qu'on est petit, c'est des bêtises. On n'est pas un être ultra compétitif. On a les deux. Il ne s'agit pas de nier qu'il n'y a pas de compétition. Mais effectivement, on a une tendance spontanée en cas de catastrophe. C'est montré par les sociologues et les psychologues. Il y a une tendance à l'altruisme en cas de catastrophe. Et ça va à l'encontre de ce que pensent, de ce que croient beaucoup de survivalistes. Et beaucoup de monde, de façon générale. En général. Kim Pache, Pablo Servigne parlait tout à l'heure d'imaginaire de ces films de Walking Dead. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas toute une idéologie, une mythologie à changer? On est très fondé sur les monothéismes qui ont influencé notre façon de voir les choses, sur une idéologie du progrès héritée du 19e. Vous vous dites qu'il faut changer de lunettes, là aussi. Oui, effectivement. Alors on est très complémentaires dans nos travaux, j'ai l'impression. Effectivement, moi je me base beaucoup sur notre passé, essayer de comprendre d'où on vient. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui explique les réponses que nous donnons en tant que société aujourd'hui aux problèmes qui arrivent, qui émergent. Et effectivement, pour moi, il y a une vision qui sous-tend tout ça, qui sous-tend, selon moi, 10 ans de civilisation, parce que 10 000 ans, excusez-moi, de civilisation, parce qu'on peut remonter plus ou moins loin. Quand on parle d'anthropocène, on n'en parlera pas là, mais les gens le mettent à la révolution industrielle. Moi, carrément, je pense que c'est quelque chose qui est plus ancien, qui se situe il y a 10 000 ans avec le néolithique, l'arrivée de l'agriculture, où le paradigme de l'humain à ce moment-là, c'est de contrôler son environnement. Et effectivement, cette vision nous a porté, je pense, jusqu'ici, elle nous a porté plutôt bien. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps de réenchanter un petit peu cette vision-là. Cette vision qui est justement du progrès, qui finalement fonctionne très bien pour le matériel, parce qu'on a une civilisation qui est incroyable au niveau technique, effectivement. On peut aller sur Mars, c'est impressionnant, certes, mais qui, dans le relationnel, est finalement assez pauvre. Ça vient nourrir ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'entraide qui est le dénominateur commun de beaucoup de peuples traditionnels et qui peut nous apprendre beaucoup de choses. Donc effectivement, revisiter notre mythe, celui de dire que l'humain sur Terre doit être forcément comme l'occidental, qu'il n'a pas le choix et qui doit suivre le progrès, la technologie. Je pense que tout ça peut être revisité. Mais changer un paradigme vieux de 10 000 ans, c'est possible. C'est possible, faut se vous y lever tôt, croyez? mais c'est possible. Oui, mais écoutez, on a des exemples, heureusement. Finalement, si on prend la Renaissance, c'est un bon exemple. Je pense qu'il aurait été impossible de programmer la Renaissance. Ceux qui étaient avant la Renaissance, au Moyen-Âge, n'auraient pas pu imaginer la Renaissance. On se serait retrouvés à débattre comme ça au Moyen-Âge et à imaginer ce qu'il y avait derrière. On n'en aurait eu aucune idée. Donc finalement, aujourd'hui, on est dans cette même position où il y a quelque chose plus loin. Mais on a beaucoup de peine à l'imaginer, en fait. Donc voilà, peut-être qu'on va vers une nouvelle renaissance. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Kim Pache, je signale encore que vous avez aussi publié un livre qui s'appelle Art de vie sauvage, geste premier, paru aux éditions de Terran, et c'est signé avec Bernard Bertrand. Merci beaucoup. Merci. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.